Le journal. C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur. Voici le principal titre. Deux étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA en sigle, étaient dans la rue ce mercredi pour manifester contre l'agression rwandaise à Goma malgré la suspension de marche par le gouvernement provincial. Et puis, le besoin humanitaire est grand à Goma. La population a besoin d'une assistance urgente d'aide en cette période de guerre. Et puis, l'AES promettait de maintenir la libre-échange, la libre circulation avec la CEDEAO depuis fin 2024. Depuis, l'investisseur observe l'évolution de relations entre les deux organisations. Alors que les affrontements continuent entre les FARDC et les M23 à Goma, la ville de Kinshasa est devenue le théâtre de violentes manifestations causées par la population. Ce 29 janvier 2025, les étudiants de l'ISTA ont pris d'assaut les rues de la commune de Barumbu à Kinshasa, malgré l'interdiction de toute manifestation prononcée par le gouverneur. Suivez. Des étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ont défié l'interdiction du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, en manifestant avec détermination ce mercredi 29 janvier. Leur colère, dirigée contre la recrudescence des violences dans l'est de la République démocratique du Congo, s'est exprimée par une descente dans les rues de la capitale. La décision du gouverneur interdisant toute manifestation de soutien au FARDC après des débordements lors de rassemblements précédents n'a pas dissuadé les étudiants. La présence policière massive sur le terrain illustre la volonté des autorités de faire respecter l'ordre et de prévenir toute escalade. L'événement démontre la détermination de jeunes Congolais à se faire entendre face à cette situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader. L'équilibre demeure précaire et les autorités jonglent entre le maintien de l'ordre et la nécessité d'écouter la voix de la jeunesse. Et puis, le président Félix Tshisekedi a nommé un nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège et sous menace de l'agression rwandaise. Il s'agit du désormais général-major Évariste Kakule-Somo, breveté commando parachutiste au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé par ordonnance présidentielle le général-major Évariste Somo-Kakule comme gouverneur militaire de la province du Nord Kivu sous état de siège depuis mai 2021. C'est une nomination qui intervient dans un contexte de vives tensions dans cette province qu'il doit désormais diriger, marquée par les affrontements opposant les FARDC aux forces armées rwandaises et les M23. Le nouveau gouverneur militaire a été élevé en grade peu avant sa nomination à la tête de la province. C'est un militaire congolais doté d'une expérience avérée car il a dirigé la 31e brigade de réaction rapide, une unité des commandos des FARDC. Il s'agit là d'un originaire de la province du Nord Kivu et un breveté commando parachutiste au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général-major Kakule Somo succède donc à Peter Chirimwani, ce gouverneur militaire qui a succombé de ses blessures après avoir été atteint par balle pendant qu'il supervisait les opérations sur le théâtre vers Saké jeudi 23 janvier 2025. C'est désormais à ces nouveaux gouverneurs qui revient au premier chef la responsabilité de relever les défis sécuritaires dans une province qui subit l'agression rwandaise avec des affrontements qui ont atteint la ville de Goma depuis le début de cette semaine. Un défi important à relever pendant que les FARDC réaffirment leur engagement à combattre pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, de la vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba et du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Lévi Mbuta, a visité le mardi 28 janvier les lieux des actes de vandalisme
survenus le même jour à Kinshasa. Ces événements font suite aux manifestations populaires exprimant l'indignation face à l'agression du Rwanda et du M23 ainsi qu'au silence de la communauté internationale sur les guerres persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Goma, où la crise humanitaire s'est récemment aggravée. Suivez. Lors de sa visite, la première ministre a fermement condamné les actes de violence et des vandalismes qui ont récemment frappé les ambassades de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Kenya, ainsi que divers commerces. Elle a qualifié ces actes de totalement intolérables et a appelé la population à faire preuve de vigilance. Elle a insisté sur le fait qu'il est essentiel de ne pas céder aux manipulations visant à servir les intérêts de l'ennemi et à exprimer son soutien aux victimes de ces violences. Les dégâts matériels causés par ces actes ont été considérables, avec des véhicules diplomatiques saccagés et des bureaux ravagés, créant un climat de peur parmi les personnels diplomatiques. La première ministre a tenu à rassurer les diplomates en l'air apportant son soutien et a souligné l'importance d'une réponse pacifique et unie face à cette crise. Elle a insisté sur la nécessité d'une cohésion nationale pour faire face à la violence afin de préserver la paix et la stabilité du pays. Judith Suminwa-Tuluka a également visité le supermarché SK, victime de pillage, et a rappelé que la colère légitime de citoyens devait être canalisée de manière constructive en vue de bâtir un avenir meilleur plutôt que de sombrer dans la destruction. Elle a évoqué les récentes mobilisations populaires qui témoignent d'une détermination collective à défendre l'intégrité du pays et à soutenir les compatriotes du Nord Kivu, région particulièrement touchée par la violence. Dans un esprit de solidarité, le gouvernement a adressé un message de paix et de réconfort aux diplomates et aux opérateurs économiques touchés par ces événements. Ce geste a été fortement apprécié par les communautés diplomatiques. La première ministre a souligné que dans ces moments difficiles, l'unité nationale est plus que jamais cruciale pour surmonter les défis actuels. Sur ces instructions, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a tenu une réunion d'évaluation avec le responsable de services de sécurité et les gouverneurs de la ville. Il a affirmé que les auteurs de ces actes seront recherchés, arrêtés et jugés, tout en appelant le peuple congolais à rester uni derrière les forces armées et à défendre la patrie. Toujours dans ces mêmes dossiers, ces grands dossiers du Nord Kivu principal a perpétré bien sûr par le M23 devant le Conseil de sécurité de l'ONU en prévenant que si les conseils échouent, la rue prendra ses responsabilités. Patience Lokeke pour plus. Les conseils de sécurité de l'ONU s'est réunis pour une deuxième fois ce mardi 28 janvier, toujours à la demande de la RDC, au sujet de la situation sécuritaire à l'est du pays. Prenons la parole. Thérèse Kaikwamba, ministre d'État aux Affaires étrangères, est revenue sur les sanctions que le Conseil devrait infliger au Rwanda. D'un ton ferme, la chef de la diplomatie congolaise a averti que si les conseils échouent aujourd'hui, la rue prendra les choses en main. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures devant ce conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas. Mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Plusieurs pays membres du Conseil ont apporté leur soutien à la RDC et ont tous insisté sur la nécessité d'une action rapide du Conseil, de sécurité. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours,
Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. La RDC a mis en garde contre une extension du conflit à l'ensemble de la région si la communauté internationale ne prend pas des mesures fermes. Il est important de rappeler que cela fait quelques jours qu'une grande partie de la ville de Goma est sous occupation du M23 soutenu par l'armée rwandaise, ce qui aggrave la situation humanitaire. Le collectif Amka Congo demande à la MONUSCO l'évacuation de tous les officiels s'y trouvant dans leurs locaux à Goma et prioriser les vaillants colonels Paul Nema Birikoliko qui conduisait la résistance à l'aéroport de Goma. Le collectif demande au gouvernement congolais la décoration de tous les militaires morts ou vivants qui ont résisté dans la ville de Goma en protégeant la population. Suivez. Le collectif Amka Congo demande à la MONUSCO d'évacuer tous les officiels se trouvant dans leur base à Goma et en priorisant les vaillants colonels Paul Nema Birikoliko qui conduisait la résistance à l'aéroport de Goma. Le collectif Amka Congo prévient la MONUSCO que si une fois le colonel Paul Nema Birikoliko est livré au M23, ça sera une complicité de sa part et de jouer les jeux de l'ennemi. Le collectif demande au gouvernement congolais de décorer tous ces militaires, morts ou vivants, qui ont résisté en ville de Goma en protégeant la population civile. Et demande au gouvernement congolais de prendre des actions graves contre ces généraux qui ont fui Goma avant l'entrée des terroristes dans la ville. Nous rappelons qu'aucun militaire n'a pas fui Goma. Aucun militaire congolais ne s'est volontairement rendu au M23. Tous les capturés ont été livrés par la MONUSCO aux terroristes qui a refusé l'accès dans leur base onusienne alors qu'ils avaient déjà des drapeaux blancs, signe de renoncement pour la paix. Alors que les combats se sont calmés à Goma, la ville s'est remise de 3 jours d'intenses affrontements. À en croire les organisations humanitaires, les populations ont besoin d'une assistance urgente d'aide, étant donné que les services de base font cruellement défaut. Patience Tokeke et Patrick Ilunga. La ville touristique pense encore ses plaies. Le combat meurtrier qu'elle a vécu aurait emporté une centaine de vies et des milliers de blessés parmi les populations civiles. Difficile de vérifier ces bilans pour le moment, mais Bruno Le Marquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, fait état d'une ville où le besoin humanitaire est pressant. Les services de base à Goma sont toujours très gravement perturbés, l'eau, l'électricité. Les hôpitaux sont débordés. Ils peinent vraiment, ça fait plusieurs jours qu'ils étaient débordés, mais là, c'est encore pire ces dernières heures. Donc, ils n'arrivent plus à gérer l'afflux des blessés, malgré tout l'appui des partenaires de MSF, du CSR, etc. Surtout des blessés par balle, des blessés par éclat d'obus, donc beaucoup de blessés graves. En effet, il y a beaucoup de cadavres dans les rues, beaucoup de personnes tuées. Il y a eu des bombardements également sur certaines infrastructures civiles, notamment une maternité, la maternité de la Charité, des bombardements qui ont touché certains campements des acteurs humanitaires. La ville et ses environs font face aux défis que pose l'afflux des déplacés. Depuis la reprise des hostilités au début de l'année, des centaines de milliers de personnes ont tenté de fuir la violence, y compris des 700 000 personnes déjà déplacées et vivant dans des conditions désastreuses à la périphérie de Goma. Plusieurs sites à la périphérie de Goma qui abritent plus de 300 000 personnes ont été complètement vidés en l'espace de quelques heures au cours du week-end et 18 sites de personnes déplacées autour de la ville ont été largement vidés. Les personnes déplacées fuyant les tirs d'artillerie lourde. La ville manque également cruellement des services de base tels que la fourniture de l'eau potable, le courant électrique, les médicaments manquent, mais aussi des denrées alimentaires dont les prix ont doublé depuis quelques jours.
Les besoins humanitaires sont aussi importants que le besoin sanitaire à Goma. Les hôpitaux sont maintenant submergés par l'afflux de blessés victimes des affrontements entre les M23 et les FARDC. Face au manque criant de médicaments et d'électricité, le personnel médical lance un appel à l'aide, tandis que la situation humanitaire devient de plus en plus critique. Gigi Nende. Goma atteint un seuil critique. Alors que les combats entre les FARDC et les M23 s'intensifient, les hôpitaux de la ville sont submergés par un afflux de blessés, dépassant largement leur capacité d'accueil. Le témoignage d'un docteur de la place à l'hôpital CBK Virunga est alarmant. Plus de 400 blessés, une vingtaine de morts, dont des militaires et des civils, et une pénurie de médicaments essentiels. Après 4 jours dans l'hôpital, nous venons d'être relevés ce matin par nos confrères médecins, conseillers, parce qu'il y avait déjà une petite accalmie. Le bilan d'hier à aujourd'hui, je suis sorti à l'hôpital avec 146 blessés et nous avions enregistré 31 morts. Alors au cours de la nuit, parce que nous avions un problème d'électricité, ça a été réglé avec un groupe électrogène. Nous avons essayé de sauver certaines vies. Loin d'être un simple constat, c'est un cri d'alarme lancé aux autorités congolaises et aux organisations humanitaires. Depuis tout ce temps, quel que soit du côté malade, quel que soit du côté corps soignant, on n'a pas encore reçu même une quelconque aide, soit du gouvernement ou bien des partenaires. Alors à la sortie de l'hôpital, je suis passé par le marché central de Virunga en descendant vers le centre-ville, en train de voir les mouvements. Ce qu'on peut remarquer, il y a beaucoup de corps. Dans la route Virunga vers le rond-point-Sinière, j'ai compté au moins 3 corps dans notre hôpital. La morgue a une capacité de 8 chambres. Aujourd'hui, je suis sorti avec 31 morts. On devrait transférer certains malades dans nos hôpitaux, notamment l'hôpital Île Africa. Mais le problème, il n'y a pas moyen de faire circuler l'ambulance. La détresse de Goma est un appel à la responsabilité collective, car derrière ces chiffres, ce sont des vies humaines qui se jouent. Autre chose, à présent, le 29 janvier de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la lèpre. Cette journée est cruciale pour sensibiliser le public à une maladie qui affecte encore 3 millions de personnes dans le monde. Malgré les progrès réalisés, la lèpre reste un problème de santé majeur. L'Organisation mondiale de la santé rapporte une augmentation alarmante de 40% de cas depuis 2020, environ 200 000 nouveaux malades diagnostiqués chaque année. Suivez. À l'occasion de la lutte contre la lèpre qui a lieu chaque 29 janvier, l'OMS appelle la population mondiale à être vigilante face à cette maladie chronique et consacre cette semaine à sensibiliser à la lutte contre la lèpre. La lèpre est une affection chronique causée par un bacille à multiplication lente, les Microbacterium leprae. Elle se transmet de différentes manières, notamment par voie respiratoire, à travers les gouttelettes émises par la bouche et le nez lors des contacts étroits, prolongés et fréquents avec des personnes non traitées. Cette maladie touche aussi bien les femmes que les hommes et malheureusement les enfants ne sont pas épargnés. Chaque année, environ 10 000 enfants sont diagnostiqués avec la lèpre. En République démocratique du Congo, la lèpre est encore largement méconnue des nombreux citoyens, bien qu'elle soit présente dans certaines régions du pays. Selon un récent rapport de l'OMS, en fin d'année 2024, environ 4 000 nouveaux cas de lèpre ont été signalés et recensés en RDC. Le pays figure ainsi parmi les 4 pays les plus touchés au monde par cette maladie, après l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Les responsables de l'OMS se mobilisent activement pour remédier à cette maladie chronique, un monde où aucun enfant n'est diagnostiqué avec la lèpre est possible, mais cela n'advient que si nous investissons tous ensemble pour vaincre la lèpre. Quittons la santé pour parler sport. À présent, la CAF a rendu public ce mardi 28 janvier le calendrier valide de grandes compétitions, le calendrier validé de grandes compétitions africaines, parmi lesquelles le CHAN, Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024, où la RDC est concernée. Initialement prévue en janvier et février dernier, la 7e édition du CHAN débutera plutôt le samedi 2 août 2025 pour s'achever avec la finale prévue le 30 août 2025, annonce l'instance africaine de football. Suivez. La réponse d'Elina Bokomboli.
C'est désormais officiel. Les nations sont fixées sur la période du déroulement de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations prévue au Kenya, en Ouganda et à Tanzanie. En effet, la Confédération africaine de football a rendu public les dates détaillées de la compétition après la réunion du comité exécutif tenue la veille de ce mardi 28 janvier 2025. La phase finale se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie du 2 au 30 août 2025. Toutefois, le calendrier du second tournoi de qualification impliquant 7 nations invitées par la CAF reste inconnu. Les 2 dernières équipes qualifiées intégreront le groupe C aux côtés des pays hôtes, l'Ouganda, le Niger et la Guinée, portant à 19 le nombre total de participants. Ce report est en grande partie lié au retard du Kenya dans le préparatif. Les pays ne disposant pas encore d'infrastructures aux normes exigées, de doutes émergent quant à sa capacité à co-organiser la CAN 2027 avec la Tanzanie et l'Ouganda. Rappelons que la République démocratique du Congo se trouve dans le groupe A en compagnie du Kenya, du Maroc, de l'Angola et de la Zambie. Cette information sportive nous amène, madame, monsieur, en dehors de frontières congolaises. Fin 2024, l'Association des États du Sahel promettait déjà de maintenir la libre circulation avec la CEDEAO. Depuis leur sortie officielle le 29 janvier 2025, les investisseurs scrutent l'évolution de relations entre ces deux blocs, alors que des discussions sont entendues pour définir les modalités d'une coopération future. Suivez. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé dans un communiqué daté du mercredi 29 janvier 2025 qu'elle maintiendra une zone de libre-échange avec le membre de l'Alliance des États du Sahel. Cette décision fait suite à la sortie officielle de 3 pays sahéliens de l'organisation régionale, conséquence des tensions accrues après les sanctions imposées par la CEDEAO en réaction au coup d'État militaire. Cette mesure temporaire vise à éviter une rupture brutale des relations économiques et sociales. La CEDEAO précise que ces dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de modalités complètes pour les relations futures avec ces 3 pays. Une structure de dialogue a été mise en place pour discuter de ces modalités. Au-delà de la libre circulation de biens et de personnes, la sortie de 3 pays sahéliens soulève des questions sur les investissements et le flux de capitaux entre les 2 blocs. À ce jour, le Burkina Faso, le Mali et le Niger détiennent ensemble 6,29% du capital de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, qui avait investi 4,17 milliards de dollars dans la région à fin 2023. Malgré leur modeste part comparativement à des pays comme le Nigeria, 31,2%, le Ghana, 15,71% ou la Côte d'Ivoire, 14,76%. Ces 3 États ont reçu le financement de la BIDC pour le projet majeur. Il s'agit notamment de la construction du barrage et de la centrale hydroélectrique de Samédéni, ainsi que du nouvel aéroport de Dozin au Burkina Faso, soutenu par un prêt de 5 milliards de francs CFA, près de 8 millions de dollars en 2013. Au Mali, la BIDC a contribué au projet d'aménagement du barrage de Taoussa, tandis qu'au Niger, elle a participé au financement du barrage de Kandadji. Cependant, les retraits de la CEDEAO pourraient entraîner une réorganisation du capital de la banque et une réorientation de ses investissements. Bien que la décision de maintenir les libres-échanges rassure, pour l'instant, les investisseurs privés qui profitent des avantages de la libre circulation de biens et de services garantis par la CEDEAO, cette mesure n'est que temporaire. Au sein de la communauté des affaires de l'organisation, les regards sont désormais braqués vers les prochaines réunions ministérielles et les prochains sommets de chefs. La libre circulation avec la CEDEAO depuis fin 2024. Depuis, les investisseurs observent l'évolution de relations entre les 2 organisations.
Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour, encore une fois de plus, la livraison des actualités sur Géopolis Télévision. Toujours la pensée reste pieuse aux frères et sœurs, aux compatriotes qui vivent à l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans la ville d'Egoma. Au revoir.